Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour, je suis Timia, professeur des universités. Le 30 janvier dernier, le journaliste panafricaniste Alain Foucault a accordé une interview au représentant de l'AES, le président du Burkina Faso, son Excellence Ibrahim Traoré, par rapport au retrait de ces trois pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de la CEDEAO. Alors, cette interview m'a laissé à ma faim et m'a inquiété. Pourquoi? Parce que, en tant qu'enseignant de l'intégration régionale au département d'intégration régionale et du management des institutions communautaires à l'Institut international, à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, cela m'a interpellé parce que je suis un champion de l'intégration régionale pour le développement. Champion d'intégration régionale pour le développement. Et la CEDEAO est un modèle d'intégration régionale en Afrique. D'ailleurs, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les autres grandes organisations, on reconnaît la CEDEAO comme étant le modèle en Afrique d'intégration régionale. Alors, cette interview m'a laissé à ma faim et m'a inquiété parce que il y a eu beaucoup de non-dits et de contre-vérités dans cette interview. Le président Ibrahim Traoré, que la jeunesse regarde, doit la vérité à la jeunesse africaine. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y a un certain nombre de non-dits et surtout qu'on s'est mépris véritablement sur la fonction de la CEDEAO à l'origine. Donc, pour commencer, nous avons fait une analyse des points forts de cette interview et nous commençons par la réponse du président Ibrahim Traoré à la question essentielle que le journaliste Alain Foucault lui a posée, à savoir pourquoi est-ce qu'ils partent de la CEDEAO? Pourquoi est-ce que les pays, le Burkina, les pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger partent de la CEDEAO? Écoutez la réponse et on va l'analyser ensuite. 3 États, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi décider de sortir de la CEDEAO? Merci. Comme vous dites, c'est une question d'actualité. C'est intervenu le dimanche dernier, cette décision de retrait de ces 3 pays regroupés au sein de l'AES. Ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, si je ne me trompe. En 1975, en effet. Avec des chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer les peuples, de faire de l'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer donc cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ces valeurs-là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques sœurs du Mali, du Niger, sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Vous avez suivi avec moi la réponse. D'ailleurs, sa réponse est juste, mais il continue en disant que depuis au moins 10 ans, ces pays, les pays de l'AES sont en guerre et ils n'ont reçu aucun soldat, aucune aide, aucune compassion de la CEDEAO. C'est là où je dis, Monsieur le Président, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Et il ne faut pas méprendre le public par rapport à ce genre d'affirmation. Ce n'est pas exact. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, pardon, la CEDEAO, a été créée par les chefs de l'État, de gouvernement, les 15 chefs d'État, avec la signature du traité de Lagos le 28 mai 1975, avec pour mission, je le précise,
pour mission déclarée de promouvoir l'intégration économique dans la région. L'intégration économique. Et la CEDEAO est considérée comme un des piliers d'intégration économique dans l'Union africaine. La CEDEAO a été créée pour promouvoir l'autosuffisance économique de ses États membres. Et en tant qu'union économique, elle vise également à créer un bloc commercial unique par le biais d'une coopération économique, Monsieur le Président. Les activités économiques intégrées de la CEDEAO, telles qu'envisagées dans la région, sont l'industrie, le transport, les télécommunications, l'agriculture, l'énergie, les ressources naturelles, le commerce, les questions monétaires et financières, ainsi que les questions sociales ou culturelles. On peut mettre les crises comme les questions sociales. La CEDEAO couvre un territoire de presque plus de 5 millions de kilomètres carrés, avec une population de 420 millions d'habitants. Donc, la CEDEAO n'a jamais été créée pour promouvoir la coopération militaire. Il a toujours été question des communautés économiques régionales. D'ailleurs, l'Union africaine en reconnaît 8. Il y a 8 communautés économiques régionales. Je pense que, Monsieur le Président, vous vous êtes mépris sur la fonction de la CEDEAO. Et en vous méprenant sur la fonction de la CEDEAO, vous méprenez en même temps le public. Oui, vous allez du moins me redire en signifiant que si la CEDEAO n'a pas pour objectif la coopération militaire, pourquoi est-ce qu'elle menace de nous attaquer? Oui, à ce niveau, nous sommes tous d'accord que la CEDEAO est allée trop loin. Mais je pense que c'est passé. C'était une menace, et une menace véritablement injustifiée. Mais ce que je voudrais signifier ici, c'est que au moins dans le but numéro 7 des objectifs de la CEDEAO, la suppression entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des biens, des services, des capitaux, ainsi qu'au droit de résidence et d'établissement a été observée. Je dis encore, la CEDEAO est l'une des communautés économiques régionales les plus intégrées d'Afrique. Donc, Monsieur le Président, je ne peux pas, en tant qu'enseignant d'intégration régionale, vous laisser dire que la CEDEAO a failli à sa mission. Ce n'est pas vrai. Il faut être clair sur les choses. La CEDEAO n'a pas failli à sa mission. La CEDEAO n'avait pas pour but ou objectif de vous donner des soldats. La CEDEAO avait pour but et objectif d'intégrer les économies des 15 membres signataires au départ de cette convention. Et je pense que il y a entre vous, dans la région Afrique de l'Ouest, une circulation des biens et des personnes dans cette région, qui n'existe pas dans ma région, par exemple, qui est celle de l'Afrique centrale. Anyway, continuons l'interview. Alors, Monsieur le Président, on dit, ok, nous quittons la CEDEAO avec effet immédiat. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On quitte avec effet immédiat. Mais, Monsieur le Président, ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des personnes, de vos populations qui sont dans ces pays de la CEDEAO que vous quittez du jour au lendemain? Comment ça va se passer exactement? Parce que les textes disent qu'il faut au moins une année pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Or là, vous dites non, c'est fini maintenant. Oui. D'abord, vous dites les textes disent, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Ça se fait à la tête du client, c'est ce que nous avons remarqué. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons panafricains. N'importe qui en Afrique, un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui. A priori, mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va en parler de l'AES dans un instant, quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire il ne peut plus aller au Burkina, il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire, il ne peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. Nous verrons et nous saurons quelles mesures prendre en temps opportun. C'est bien réfléchi, Monsieur le Président, ce départ de la CEDEAO? Bien sûr, très bien réfléchi. L'interview n'a même pas encore pris son envol que les réponses du président Traoré commencent à m'inquiéter. Alors, à la question de savoir comment est-ce que ça va se faire, quitter la CEDEAO avec effet immédiat, alors que les textes prévoient au moins une année de
de faisabilité pour que tout le monde se prépare à un départ de membres. Le président Traoré répond par une rhétorique bizarre, à mon avis. Il dit que ces textes-là ne sont pas déjà respectés par les membres de la CEDEAO. Comme pour dire que, comme ils ne les respectent pas, nous ne les respectons pas. Moi, la question que je me pose, est-ce que le fait que tout le monde mente fait de la vérité, fait du mensonge la vérité? Ou alors le fait que tout le monde mente autour de vous fait en sorte que vous mentiez aussi? Est-ce que c'est la réponse? Là n'est même pas le problème. Le problème, c'est au niveau de la faisabilité et les répercussions et les conséquences qu'une telle mesure peut avoir sur les populations, donc leur vie quotidienne. Quand le journaliste Alain Foka continue en disant que dans le concret, ce sera difficile. Les Burkinabés ne vont plus voyager, la libre circulation des biens et des services va être interrompue de façon drastique. Le président Ibrahim Traoré va montrer une certaine désinvolture par rapport au sujet, comme si ce sujet était un sujet léger. Il dit, on verra. Le moment venu, on va prendre des mesures qui s'imposent. Je dis, à ce niveau, il y a un problème. Je me souviens du Brexit, parce que vivant en Angleterre, je me souviens du Brexit, c'est-à-dire, du moins, le peuple anglais en 2000, le peuple du Royaume d'Angleterre, en 2016, a voté la sortie ou le retrait. Et là, ça se fait par référendum, hein. Ça s'est fait par référendum. Ce n'est pas une personne ou alors un exécutif qui a décidé de sortir de l'organisation, mais c'est le peuple anglais qui a décidé de sortir de l'Union européenne, l'Union économique européenne. Et je me rappelle du chaos que cela a causé. Alors, le peuple anglais vote la sortie du United Kingdom de l'Union européenne en 2016. Et ce n'est qu'en 2020, janvier 2020, que l'Angleterre, ou plutôt le United Kingdom, donc le Royaume-Uni, quitte de façon concrète l'Union. Donc, de 2016 à 2020, il y a eu un temps pour que tous les deux blocs, c'est-à-dire le UK et puis l'Union européenne, s'adaptent à la nouvelle réalité. Et même malgré cela, il y a eu encore une période tampon qui partait parce que le UK devrait partir de l'Union européenne le 1er janvier 2020, mais ils ont encore eu une période tampon permettant de voir comment est-ce que ça va se passer parce que c'était un chaos terrible au niveau des échanges économiques. Donc, de voir comment est-ce que concrètement ça va se passer, ils se sont donné encore une période tampon de 10 mois. Donc, c'est presque un an après, donc presque à la fin de l'année 2020, que la mesure a été effective. Et même jusque-là, je vois comment est-ce que nous souffrons en tant que résidents. Nous souffrons de cette mesure. Et le peuple anglais a compris que cette mesure était une mauvaise mesure. À plus forte raison, des gens qui se sont préparés à partir et préparés à quitter une union. Alors, le président Ibrahim Traoré veut nous faire comprendre que ils vont prendre des mesures le jour au jour. C'est dans ce sens qu'on parle toujours des Africains comme des amateurs. Il dit que le jour au jour, ils vont prendre des mesures. Ça veut dire qu'il ne comprend même pas véritablement, excusez-moi le peu, comment est-ce que, quel mécanisme ils ont mis pour compenser le chaos économique dans lequel leur pays va se retrouver. Je vous rappelle que la CEDEAO est la région plus ou moins la plus intégrée de façon économique d'Afrique. Et on parle même toujours de la CEDEAO comme étant le modèle de la communauté économique régionale en Afrique. Alors, je voudrais comprendre comment est-ce que le Burkinabé qui avait ses camions de vivres qui devaient livrer dans l'un des pays de la sous-région, comment est-ce que cela va se passer? Si du jour au lendemain, sans préavis, sans avoir préparé les populations, sans avoir préparé les hommes d'affaires, sans avoir préparé tous les opérateurs économiques à une telle mesure, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est vraiment sérieux, Monsieur le Président? Est-ce que c'est sérieux de venir dire à mon Dieu Vision qu'on verra? Je pense que
Dans tous les cas, l'interview n'est pas encore venue, n'est pas encore finie. Alors, continuons à suivre. Autre élément dans on va dire cette nouvelle façon de dessiner l'Afrique de l'Ouest, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le Président, est-ce viable l'AES? Sur le papier, c'est très très séduisant, mais est-ce viable? Vous savez très bien que c'est plus que viable. Vous savez, pendant longtemps, on a maintenu nos peuples dans une certaine philosophie, tendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres. Aujourd'hui, notre mission à nous, c'est d'éveiller la conscience. Vous le faites très bien d'ailleurs. Merci. Et j'apprécie beaucoup. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses, et à l'issue de cette analyse, vous décidez. L'AES est très bien viable. Que ce soit en lorsqu'on termes de regarde les superficie. économies, Monsieur le Président, si je vous permettez, c'est des économies qui sont très intégrées. Vous produisez la même chose, vous faites exactement la même chose. Qui va vendre à qui? Comment ça va commercer? Et qu'est-ce qu'on fait du fait que ce ne sont pas des pays qui ont au moins une ouverture sur la mer? Les chiffres, c'est une chose. L'économie aussi, vous savez, nous sommes là il y a très peu de temps. Mais l'économie a été, je dirais, un peu déchirée par des régimes passés. Sinon, nous devrions avoir des économies très fortes aujourd'hui. C'est ce que je dis, en analysant nos forces, on se rend compte que nous ne devrions pas être à cette étape. On devrait être beaucoup loin. Quand vous prenez l'AES, en termes de population, en termes de superficie, on est très bien. En termes de production, normalement, les États de l'AES ne devaient rien importer en ce qui concerne les produits agricoles, l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de tout faire pour que nous n'importions rien en ce qui concerne ce que nous consommons. En termes de richesse, que ce soit naturel, quand je dis les richesses naturelles, il y a des richesses souterraines, mais il y a aussi en surface. On crie partout que les Africains meurent de faim, de soif, ainsi de suite. Des projets inventés par-ci, par-là, par exemple pour nous donner de l'eau potable. L'AES, c'est une grosse réserve d'eau souterraine, et même en surface. En termes de ressources minérales, on n'a rien à envier à quelqu'un. Et dans la nature, quand vous prenez des produits comme, j'aime le dire, le karité, c'est une richesse naturelle. Nous ne l'avons pas planté. C'est Dieu qui l'a donné. Mais c'est très riche. Les gens le prennent, ils le transforment. Donc nous sommes conscients de nos potentialités. L'AES n'a rien à envier à quelqu'un. À la question de savoir comment est-ce que l'AES va survivre en termes de communauté, qu'elle soit économique ou politique, le président a dit que les pays de l'AES sont riches en ressources naturelles et que, du moins, elles peuvent s'autofinancer. Et ce qui est vrai, hein, dans un sens. Mais je ne suis pas pour la rhétorique qui dit que l'Afrique est riche parce qu'elle a les ressources naturelles. La richesse de l'Afrique, l'Afrique n'est riche que si elle arrive à transformer les ressources naturelles en termes de produits finis pour les vendre. Malheureusement, les trois économies de ces États ne transforment encore plus ou moins pas grand-chose. Hein. On est toujours dans le sens des économies extractives. Hein. Donc, avec les mines. Ce qui fait en sorte que, à la question de savoir qu'est-ce qui finance les Russes, le président dit que la bonne gouvernance, redresser l'économie, il a commencé par la bonne gouvernance, et cette bonne gouvernance a fait en sorte que il économise. Il donne par exemple l'exemple sur la subvention de produits pétroliers qui en 2022 était de 500 milliards et en 2023, je crois, est de 100 milliards. Donc il y a eu un gain de 400 milliards. Ça c'est vrai. Ça c'est, en fait, je veux dire que ça c'est une très bonne chose. Mais la question que je me pose est celle de savoir, avec supporter les dépenses de l'État et l'économie de guerre, je ne pense pas qu'il y a suffisamment d'argent pour continuer l'effort de guerre. Et j'ai pas compris, au plus ou moins,
le fait qu'ils ne répondent pas directement à la question de savoir comment est-ce qu'ils financent les Russes. Est-ce que c'est par une compensation des ressources naturelles? Il a clairement dit non. Mais je dis, à ce niveau, il n'y a rien de mal à ce que il y ait une compensation des ressources naturelles par rapport à l'achat des armes. Le contrat, du moins produit et puis ressources naturelles a toujours été en Afrique, même avec la Chine qui fait des contrats à long terme, par exemple avec soit le Bangladesh, soit les pays d'Asie de l'Est. Il y a toujours cette compensation au cas où le pays n'arrive pas. Donc ce n'est pas mauvais. Le fait que, moi ce qui a attiré mon attention, le fait véritablement que le président Ibrahim nie de façon catégorique qu'il n'y a aucune compensation minière dans le contrat ou alors plus ou moins dans la transaction avec les Russes ou alors toute autre puissance étrangère. Je pense qu'il y a là-dedans beaucoup de hic. Hein. Je parle beaucoup avec beaucoup de réserve. Il y a beaucoup de hic parce que le Burkina n'a pas les moyens d'acheter, de continuer dans l'effort de guerre, de se refournir de façon logistique militaire et en même temps entretenir le train de vie de l'État, les services sociaux. Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas au départ une transaction minière quelque part, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est que cette transaction ne soit pas au vu de la population. Bref, je donne là à cet endroit du crédit au président. Mais je dis que par rapport donc à l'intégration régionale, cette capitalisation de la bonne gouvernance aurait pu booster l'économie si le Burkina restait dans la CEDEAO. Parce que, ne vous méprenez pas sur ma vidéo, ce que je suis en train de dire, c'est que dans les gains que le président Ibrahim, que ce soit dans les gains sécuritaires, que ce soit dans les gains économiques, ces gains économiques auraient été plus capitalisés toujours dans le bloc économique parce que en sortant de ce bloc économique, tout va être chamboulé, tout va être refait et c'est surtout le train-train quotidien de la population qui va en pâtir. Alors, j'avais posé la question avant qu'on ne fasse une digression sur votre bilan aujourd'hui sécuritaire. Parce qu'on a vu quelques mouvements de certaines populations qui s'impatientent un peu. Et puis, comme vous l'avez dit, le peuple est très résilient, mais à un moment donné, ça suffit. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de façon à ce que les Burkinabés puissent dire le président Traoré est arrivé et il nous a réglé tel ou tel problème en interne? Ça, nous ne parlons pas. Et j'ai bien dit même à certaines... au ministre de la Communication et autres, je ne veux pas que nous parlons trop de notre reconquête. Laissez les villageois parler eux-mêmes. Il y a plusieurs villages qui ont été réinstallés, des écoles qui ont ouvert dans plusieurs zones. Mais souvent, le fait de dire qu'il n'y a pas d'avancée, ça amène les villageois eux-mêmes à faire des vidéos pour dire aux gens, c'est faux, vous mentez. Nous, en tout cas, on a quitté il y a tant d'années, mais on vient d'arriver, on est en sécurité. C'est dernièrement qu'il y a eu quelques reportages pour vraiment confirmer que les gens auraient pu... Il y a des déplacés qui sont rentrés chez eux. Qui même vendent aujourd'hui leurs activités de produits maraîchers sur le marché. Ça veut dire qu'ils sont rentrés il y a plusieurs mois, ils ont eu le temps de cultiver, ils ont fait des écoles ont ouvert. Je sais que la situation économique que je décris, le président Ibrahim Traoré a hérité de cette situation économique. Et là, le miracle ne peut pas être fait. Et ce n'est pas ça qui me concerne. Ce qui me concerne, c'est le fait que, étant dans une situation économique aussi précaire, on décide de sortir du bloc économique qui facilitait le développement. Parce que il ne faut pas se leurrer, la CEDEAO, la libre circulation des biens et des personnes, si ce n'est que pour cela, facilite le développement en Afrique de l'Ouest. Dans la suite de l'interview, et surtout quand on arrive dans les questions de sécurité, je m'attendais à ce que le président rentre dans son élément. C'est un militaire. Le président est un militaire, il a fait un coup d'État, donc il connaît la situation sécuritaire de son pays. Alors, quand le journaliste Foka lui pose la question de savoir, vous êtes là depuis un an, monsieur le président,
qu'est-ce que vous allez dire que vous avez fait dans la sécurité du Burkina Faso? Là, c'est là, à ce niveau que j'ai été le plus déçu. Hein. Véritablement, voilà un jeune militaire, un homme instruit, qui demande, quand on lui demande le rapport de son travail, dans le domaine dans lequel il a été formé, dans le domaine dans lequel il a œuvré toute sa vie, nous donne encore à ce niveau des réponses vagues. Alain Foka s'attendait à ce qu'ils lui disent que, puisque le territoire, selon les rapports, le territoire burkinabé est détenu, du moins, ou alors avant que le président Ibrahim ne prenne le pouvoir, était détenu à presque 40% par les groupes armés, 40%. Parfois, on parle même de 50%. Donc, nous nous attendions à ce que le président nous dise que pendant tout ce temps-ci, voici le territoire que nous avons, et en nommant le territoire, hein, que nous avons récupéré des mains des rebelles, ou les terroristes, plus des terroristes que des rebelles. Ils sont rebelles de rien du tout, ce sont des terroristes. Donc, le président reste vague à ce niveau. Et qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit qu'il a instruit son ministre de la communication à ne pas communiquer dessus et à dire à demander aux villageois de faire des vidéos. C'est sérieux? Monsieur le Président, encore là, c'est sérieux? Il ne s'agit pas de donner des secrets défense. Il s'agit de dire et de montrer votre travail aux yeux d'ailleurs même aux yeux des Burkinabés, parce que les Burkinabés, tous les Burkinabés, par exemple ceux qui sont à Ouagadougou ne sont pas dans l'arrière-pays. Leur dire que nous avons pris ce territoire et qui était aux mains des terroristes. Donc faire un rapport sur la situation sécuritaire, je m'attendais à un rapport simple en 2-3 minutes qui nous dit, quand j'ai pris le pouvoir, voilà tel pourcentage du territoire national qui était aux mains des terroristes. Et voilà, nous l'avons repris. Vous pouvez le vérifier. Mais la réponse la plus, du moins exacte qu'il a donnée, c'est que, voilà, il peut aller dans tout le territoire. Ils y mettent pied. Ils mettent pied. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, nous sommes dans une interview qui nous laisse véritablement à notre fin. Je ne suis pas juge, je ne suis pas en train de juger. Je suis en train de parler en termes du fait que des pays aussi fragiles quittent du moins une organisation économique dont le but est l'économie. Hein. La CEDEAO n'a jamais eu de but militaire, malgré le fait qu'ils aient menacé militairement. Mais quand les pères fondateurs de la CEDEAO ont créé la CEDEAO, c'est l'intégration régionale économique. Nous allons revenir dans ma conclusion dessus. Intégration régionale économique. Donc, maintenant, quand on bouge vers le rapport du président dans les forces, les défenses, la sécurité de son pays, encore là, nous avons une réponse vague. Mais allons au niveau de la géopolitique. La géopolitique qui est cette exploitation des données géographiques, historiques, pour mener ou alors pour faire une politique étrangère d'un pays. Hein. On exploite le territoire, on exploite la géographie, on exploite tout ce qui est physique dans le but de formuler des politiques surtout pour se vendre à l'extérieur. Donc, quand nous regardons la situation géopolitique du Burkina, hein, ouvrons la carte de l'Afrique. Le Burkina Faso est le plus petit pays des pays de l'association des pays des États du Sahel. Le plus petit pays. Il est limitrophe du Mali, évidemment, du Niger, du Nigeria, du Ghana, du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Oui, de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, la question au niveau de la sécurité que je me pose est celle de savoir, quand vous sortez donc de ce bloc-là, l'intelligence militaire qui d'habitude était partagée, à moins que vous ne dites qu'il n'y avait pas de partage d'intelligence militaire, cette intelligence, vous en faites quoi? Quand vous décidez maintenant de combattre les terroristes par vous-même, seulement
par vous-même, comment est-ce que vous allez combattre les frontières qui ne font pas partie de votre union? Du moins, s'il y a des terroristes de ce côté-là. Comment vous faites cela? Oui, il y aura les traités bilatéraux. Mais je dis que c'est plus difficile. Sortir de cette union et maintenant recommencer à négocier des traités bilatéraux militaires entre les pays, surtout au niveau du partage de l'intelligence militaire. Je dis encore que même au niveau de la sécurité, c'est une erreur de sortir de la CEDEAO. Oui. Monsieur le Président, il y a eu une longue discussion sur le fait que combien de temps vous allez rester. Quand est-ce que vous organisez des élections? Combien de temps va durer la transition? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une réponse à ça ou vous pensez que ce n'est pas la priorité? Pour vous, jusqu'à quand le capitaine Ibrahim Traoré est aux affaires et va organiser des élections pour laisser son fauteuil? J'allais vous poser une question en retour, avant de vous répondre. Mais je ne suis pas là pour répondre aux questions, hein, monsieur. C'est un débat et ça fait plaisir. Si aujourd'hui, dans 6 mois, on décidait d'abandonner le peuple, vous, en tant qu'homme très objectif et conscient de notre situation, qu'est-ce que vous allez dire? Quel serait votre commentaire? Honnêtement, je préfère m'abstenir, même si vous savez le fond de ma pensée. D'accord. C'est pour vous dire que c'est fatigant souvent. C'est fatigant, mais la seule chose qui nous fait tenir, c'est l'amour du peuple. On se nourrit là-bas, on s'abreuve là-bas. Depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais pris un seul jour de congé. En tout cas, tout l'exécutif. Et vous imaginez quand vous dites ça, les hommes politiques se disent, nous c'est notre métier, puisqu'il y en a qui en ont fait leur métier, on a envie de revenir à la démocratie, on a envie de revenir au Parlement avec des gens qui sont élus, on veut faire parler le peuple. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'on va rester comme ça ou bien qu'on va mettre sur pied un modèle nouveau qui va permettre peut-être de remettre tout sur les rails? Leur métier, ils ont appris où ce métier? La réponse la plus inquiétante de cette interview est quand le journaliste Alain Foucault pose la question de savoir à quand les élections présidentielles au Burkina. Le président Ibrahim Traoré répond par une autre question. Comment est-ce que le journaliste Alain Foucault se sentirait s'il abandonnait son peuple dans 6 mois? Alors, je comprends par là qu'il n'y a pas un prospectus d'élection à venir au Burkina. Et que il faudra que le pays soit pacifié. Mais le président ne s'arrête pas là. Quand le journaliste lui demande que faut-il faire des politiciens, les politiciens qui sont dans le pays et qui veulent revenir aux affaires, le président dit ils ont appris ce métier où? C'est très inquiétant. Parce que moi, je poserais la même question au président. Vous avez appris votre métier de militaire où? Et je pense que les régimes militaires sont des régimes de transition. Si maintenant, vous voulez, du moins, l'un d'entre vous, vous trois, vous voulez prendre le pouvoir, pacifier le pays et devenir des civils. Parce que, à moins que vous ne changiez la constitution et que vous dites que, du moins, en Afrique, on ne veut, du moins dans vos pays, vous voulez que les militaires. Mais donnez la chance aux autres de se porter candidat. Parce que, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa valeur, il y a toujours meilleur que soi. Et quand on se pose, on commence à dire qu'on est le sauveur, le seul sauveur, pas le sauveur, le seul sauveur d'un pays, ça commence à inquiéter véritablement. Cette interview m'a sérieusement inquiété. Je pensais qu'en sortant de cette interview, je serais rassuré, mais je sors inquiet. J'ai vu l'espoir de la jeunesse africaine m'inquiéter. La jeunesse africaine regarde de façon admirative ce qui se passe dans ces 3 pays. Tout simplement parce que il y a, comme il a dit, un sentiment patriotique et un sentiment anticolonial. Mais au-delà du sentiment anticolonial, le sentiment anticolonial ou alors le sentiment de rejet de la colonisation n'est pas un programme politique.
le programme politique vient dans le sens où on sort nos populations de l'extrême pauvreté. C'est aussi pour dire ceci, parce que à la fin, il faut conclure. Et pour conclure, écoutons d'abord la conclusion du président. Si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie, qui est le CFA. Probablement. Laissez C'est venir les presque choses. inéluctable, non, Monsieur le Président? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en d'avoir prie. reçu. Et le président de conclure que probablement prochainement, l'AES va s'attaquer au franc CFA. Pour ma part, c'est la conclusion la plus importante de cette interview. Parce que je pense que le franc CFA, c'est le problème, c'est le nerf de la guerre. Il faudrait que les pays aient une souveraineté monétaire. Ça, nous sommes tous d'accord. Mais pour dire un dernier mot à propos des communautés économiques régionales en Afrique, il faut dire que les pères fondateurs de l'OUA, qui ont échoué dans l'union totale de l'Afrique, ont pensé que, en créant des communautés économiques régionales, cela permettrait une intégration, oui, partielle de chaque région, mais le but étant de créer un marché commun de l'Afrique et peut-être plus tard une union politique. Donc, et cela est en train d'aboutir parce que la zone de libre-échange continentale africaine est née des communautés de cette intégration régionale. Nous sommes en train d'expérimenter un certain nombre de mesures dans le cadre de ce marché continental. Et d'ailleurs, c'est le plus grand marché, le plus grand marché continental, du moins la plus grande zone de libre-échange au monde. Alors, pour ma part, il faut protéger les acquis. Et je reviens dessus. Je ne voudrais pas que les gens se méprennent sur mon interview ou alors sur l'interprétation de l'interview du président Ibrahim. J'admire énormément ce qui se passe dans les trois pays. Le fait que les militaires prennent le pouvoir pour dire non à cette néocolonisation et essaie de mettre du moins ces pays sur les rails est une très bonne chose. Mais il y a un discours univoque actuellement de dire que si on essaye d'apporter un certain éclairage, surtout concernant les pays ou ces trois pays, on n'est peut-être pas panafricaniste. Je dis non, ce n'est pas vrai. Nous sommes panafricanistes et nous sommes réalistes. Je dis que les pays de l'AES auraient, au pire des cas, préparé leur population à quitter la CEDEAO. Quitter la CEDEAO, pour ma part, reste une mauvaise idée. Tout simplement parce que les acquis ne sont plus protégés. Le marché commun qui aidait les populations à vivre au quotidien et à s'en sortir chaque jour est complètement disloqué. Et en tant qu'enseignant d'intégration régionale, je ne peux pas encourager qu'un pays, par rapport aux efforts que les pères fondateurs de ces communautés régionales ont fait, quitte la BAC. Je pense que il y avait assez d'espace pour la négociation. Il y avait assez d'espace pour la diplomatie. Autre chose, c'est de dire que l'un n'empêche pas l'autre. La création de l'AES n'est pas en contradiction avec la CEDEAO. Et quand on regarde même dans le monde, je n'ai pas vu la Chine quitter une association régionale. Je n'ai pas vu la Chine rompre ses relations, par exemple, avec les États-Unis. Il n'y a pas meilleur, plus grand policier de la politique chinoise que les États-Unis. Les États-Unis sanctionnent la Chine chaque jour, mais je ne vois pas en quoi cela les empêche de continuer à commercer. Pire encore, regardez la Russie.
Ou alors, mieux encore, regardons la Russie. Est-ce que la Russie est sortie d'une communauté régionale, quelle qu'elle soit? Je pense que même le G8, la Russie n'est pas sortie du G8. La Russie n'est pas non plus sortie du G20. La Russie est encore, malgré le fait que ces mêmes pays mettent des sanctions sur la Russie. Je pense que l'Afrique a été assez divisée. Oui, la CEDEAO est allée très loin en menaçant ces pays d'abord avec les sanctions et avec la menace militaire. Mais je pense que cela est passé. Et la diplomatie aurait dû prendre du moins la main par rapport à un certain nombre de situations. La négociation entre Africains. Et cela m'amène à conclure avec, du moins, cette interview de Patrice Talon qui dirait que la séparation des peuples, que si la communauté économique régionale sépare les peuples entre elles, alors il n'est pas d'accord. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais cela fonctionne aussi dans le sens inverse. Il ne faudrait pas que les militaires actuellement qui sont au pouvoir séparent les peuples en quittant en même temps la CEDEAO. Ces militaires, par rapport aux intérêts que nous ne comprenons pas, séparent les peuples burkinabés, maliens et nigériens des autres populations de la CEDEAO. Donc, en disant que la CEDEAO a eu des mesures extrêmes par rapport à ces trois pays, on dit aussi, le sens inverse est tout aussi vrai. Les militaires, en se séparant maintenant, en quittant sans préavis, je dis bien sans préavis, et en ne préparant pas les populations à subir un tel choc, séparent les peuples. Donc, en voulant combattre la CEDEAO, parce que la CEDEAO a voulu séparer les peuples de cette sous-région, les militaires font pareil. En quittant la CEDEAO, monsieur les militaires qui est au pouvoir au Mali, au Niger et au Burkina, vous séparez les peuples de ces régions. Je vous remercie.